Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les établissements privés d'enseignement supérieur qui sont dans le dur au Sénégal. L'organisation menace de suspendre tous les cours destinés aux étudiants orientés par l'État à cause d'une dette estimée à 16 milliards de francs CFA. Les diplômés de la PASTEF également réclament le recrutement dans la fonction publique. Ils ont fait face à la presse ce vendredi, journée mondiale de l'enseignant. Au Sénégal, ces éducateurs se considèrent comme les parents pauvres du système. Air Sénégal déploie ses ailes. La compagnie se dote de nouveaux avions pour assurer le trafic dans la sous-région et l'Europe. Et puis à suivre la page des sports en fin d'édition où il sera question de la situation du stade Léopold Sédar Senghor et de l'installation du comité local d'organisation des Awards de la CAF prévu à Dakar. Ce sera au mois de janvier 2019. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cette information. Maître Madi Kenya démissionne de tous ses mandats obtenus sous la bannière du Parti démocratique sénégalais. Il n'est plus le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie selon nos confrères de Dakar Actu. Mayoro Faye du PDS que nous avons joint au téléphone soutient que le parti n'a pas eu notification de cette décision. Quelles conséquences pour le PDS avec ce départ de Madi Kenyan de la tête du groupe parlementaire? Des députés libéraux peuvent-ils le suivre? Le docteur en sciences politiques Maurice Soudieck-Dione en parle dans ce sujet signé Al-Hassan Ba et Pape Sangoné Baïa. Le secrétaire général national du PDS va demander au parti de laisser à Madi Kenyan son poste de député, comme il avait fait pour Ibader Thiam parce qu'il était une personnalité, mais qu'on lui retire la présidence du groupe parlementaire. Un extrait de la lettre de Maître Abdoulaye Wade. Et si l'on arrivait à cette situation, des députés issus du même groupe vont-ils suivre Maître Madi Kenyan? Possible selon le docteur en sciences politiques, mais en réalité, il faut dire que le PDS reste encore fortement marqué par l'emprise de Maître Abdoulaye Wade. Ah oui, s'il y a des désaffections au niveau du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais, ils peuvent ne plus être en mesure de constituer un groupe. Mais là encore, il faut faire attention parce que la Constitution dispose que tout député qui quitte son parti perd le mandat. Donc là aussi, il y a une disposition constitutionnelle qui vient un peu protéger le PDS. Le Parti démocratique sénégalais a vécu des situations confuses à l'Assemblée nationale. Le feuilleton Fada Aïda Mbodj est encore frais dans les esprits. Une exclusion ne peut entraîner la perte du mandat de Maître Madi Kenyan. Mais qu'est-ce que cela peut engendrer? Ce serait peut-être dommage parce que Maître Madi Kenyan a accompagné Abdoulaye Wade dans des moments difficiles. C'est un homme qui a beaucoup d'entre-gens, qui a beaucoup de réseaux, notamment dans les milieux religieux et maraboutiques. Mais la représentativité politique, je pense, est à dissocier avec la capacité à négocier, la capacité à être et à avoir été au cœur de tractations cruciales au sommet de l'État, comme la libération et l'exfiltration de Karim Wade au Qatar. La lettre de Wade, un acte de désaveu selon le docteur en sciences politiques, mais Maître Madi Kenyan dut assumer une candidature alternative, un fait qui prouve une certaine autonomisation du président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Reste à savoir ce que les prochains jours nous réservent avec la rentrée parlementaire prévue le 12 octobre prochain. Nous parlons éducation à présent avec des établissements privés d'enseignement supérieur qui sont dans l'œil du cyclone. La FEPES menace de suspendre les cours destinés aux étudiants orientés dans le privé par l'État du Sénégal à cause d'une dette estimée à plus de 16 milliards de francs CFA. Plus d'explications dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Baï. La Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur passe sa menace à exécution. Elle décide de suspendre tous les cours destinés aux étudiants orientés par l'État. À compter de ce 6 octobre, la Fédération juge que les accords signés jusqu'ici n'ont pas été respectés. L'État nous doit de l'argent.
que nous avons estimé donc à plus de 16 milliards. Et il était prévu dans la loi des finances rectificatives que 3 milliards nous soient avancés. Et jusqu'au moment où je vous parle, rien n'a été fait pour que les 3 milliards soient payés. Raison pour laquelle nous avons décidé donc d'arrêter donc les cours. 16 milliards de dettes, aucune considération. La FEPES dit trop, c'est trop. Désormais, les nouveaux bacheliers ne seront plus accueillis. On ne parvient pas à payer donc nos locations, donc on ne parvient pas à payer nos enseignants, on ne parvient pas à payer nos personnels. On doit de l'argent à des institutions financières. Hein? En face de toutes ces difficultés, face à toutes ces difficultés, on ne peut pas continuer quand même à les former. On ne peut pas. On veut bien, mais nous ne pouvons pas. Pour faire face, les établissements privés d'enseignement supérieur ont mis en place un cadre unitaire d'action, une manière pour agir ensemble. D'ailleurs, ces organisations font face à la presse le 9 octobre prochain. Et puis le SAES se félicite de la décision du chef de l'État de recruter à partir de 2020 50 à 60 professeurs dans l'enseignement supérieur. Son secrétaire général veut néanmoins que ce délai soit avancé vu les urgences. Malik Fall, je propose d'écouter au micro de Mam Biram Diouf et Gervais Yao. Sans avoir donc de recrutement massif, hormis donc les 210 postes qui ont été affectés aux universités il y a de cela 4 ans à 5 ans, il n'y a pas eu donc de programme donc de recrutement. Donc, si aujourd'hui M. le Président de la République propose des recrutements étalés sur plusieurs années à raison donc de 50 à 60 enseignants par an, nous ne pouvons que donc prendre. Mais je pense qu'avant 2020 également, il y a l'université Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack qui doit ouvrir ses portes. Or, il faut qu'on recrute pour cette université-là. Il y a également l'université Amadou Mokhtar Mbow qui doit également ouvrir ses portes peut-être l'année prochaine. Il faut également qu'il y ait donc un recrutement d'enseignants. Et je pense qu'il faut faire une déconnexion. Pendant ce temps, les diplômés de la FASTEF tapent du poing sur la table. Ils exigent du gouvernement le recrutement. Le gouvernement, disent-ils, doit définitivement régler la question de l'emploi des jeunes. Ils faisaient face à la presse ce matin. Un compte rendu signé Momodou Sarr et Diafaraba. Ayant obtenu leur diplôme, ces nouveaux enseignants veulent exercer leur métier et réduire le taux de chômage des jeunes. En ce début d'année scolaire, ils constituent un vivier qui réglerait le déficit en personnel enseignant à travers le pays. Ce que donc nous ne pouvons pas comprendre, c'est qu'il y ait des enseignants déjà bien formés, qu'il y ait des élèves qui ont besoin d'enseignants et que ces enseignants ne soient pas affectés au service des élèves. À l'approche de la campagne électorale, ces diplômés exigent des futurs candidats un programme prenant en compte la question de l'emploi des jeunes. Nous sommes dans un contexte de débat sociétal qui est ouvert à l'occasion des élections présidentielles. Désormais, il ne faudra plus que l'opinion se contente de simples déclarations de candidats à la présidentielle sur l'emploi pour que nous le prenions comme argent comptant. Nous souhaitons que les politiques d'emploi que les différents candidats auront à proposer puissent être débattus et que les journalistes les acculent. L'annualisation de certains concours des professions libérales serait une solution pour le chômage selon eux. Ils avaient dit qu'ils allaient procéder à l'annualisation des concours. Mais nous pouvons tous constater qu'il n'y a pas d'annualisation des concours. L'ENA, le dernier concours, c'était en 2016, a constaté qu'il y a une sorte, je ne sais pas comment, par quel mot le qualifier, une sorte de sécurisation, une sorte de verrouillage des professions libérales. Des professions qui devaient être libérales, mais les gens se sont arrangés pour mettre un verrou là-dessus. Il y a plusieurs professions libérales, notamment la profession d'avocat, qui est une profession libérale. Mais au Sénégal, on exige aux gens de faire un concours. Accéder à la fonction publique reste le vœu le plus cher de ces jeunes qui veulent un recrutement massif basé sur des critères d'impartialité. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, la célébration de la journée mondiale de l'enseignant prévue ce vendredi au Sénégal. Ils se disent souvent laissés en rade. Ces enseignants se considèrent même comme les parents pauvres de la fonction publique. N'est-ce pas, Mamadou Bipa Sissoko, Pape Sangone Mbaye?
Entre multiples grèves et revendications, les enseignants au Sénégal sont très souvent au devant de la scène. En cette journée commémorant l'enseignant, le constat est unanime. Le métier d'enseignant est peu valorisé au Sénégal. Si effectivement on s'en tenait à l'agenda, effectivement c'est la journée du 5 octobre qui est prévue pour la célébration de cette journée. Mais on ne sait pour quelle raison, chaque année au Sénégal, eh bien, la célébration donc, ne se fait qu'avec du retard. Et je crois que cela en dit long eh bien, sur tout l'intérêt qu'on témoigne un peu à cette corporation. Pour redorer le blason de cette corporation longtemps adulée, un système de rémunération égalitaire doit être mis en place. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans la société de l'avoir. Et si vous voyez que les organisations syndicales se battent pour qu'on arrive à corriger le système de rémunération des agents de l'État, mais c'est parce que nous nous sommes rendus compte que l'enseignant est le parent pauvre de la fonction publique. Malheureusement, aujourd'hui, bon nombre d'enfants ou de jeunes diplômés viennent dans l'éducation quand ils n'ont pas autre chose à faire. Et c'est très grave. Et de revenir sur l'importance de ce métier dans une société. Tous les corps sont importants. Il faut davantage s'occuper du corps enseignant parce que, vous savez, le médecin, s'il se trompe, mais le patient, il meurt et c'est fini. Mais l'enseignant, si lui se trompe, mais celui sur qui il se trompe, il ne meurt pas. Peut-être qu'il a encore 50 ans ou 60 ans. Et non seulement lui, mais j'ai dit la société vivra les conséquences de cette terreur dans la formation. Au Sénégal, le système éducatif a subi beaucoup de perturbations ces dernières années. De récents engagements ont été pris par le gouvernement face aux revendications des enseignants. Ces engagements seront-ils respectés, cette fois-ci, avec cette année scolaire qui vient de débuter? Puis retour sur la célébration de la journée mondiale de l'enseignant. Nous sommes allés faire un tour à la FASTEF pour nous enquérir des conditions de formation, mais aussi l'insertion des diplômés. C'est un reportage signé Alioune Gueye et Gervais Yao. Nous sommes à la FASTEF, la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Dans cette école qui a pour vocation de former des enseignants, la journée mondiale qui leur est dédiée n'est pas passée inaperçue. C'est une bonne initiative qui a été prise au niveau mondial pour fêter l'enseignant. Parce que vous savez, dans nos pays et puis dans le monde... Ici au Sénégal, cette journée n'est pas trop connue. Dès lors qu'aujourd'hui vous êtes à la FASTEF, il n'y a aucune manifestation, il n'y a aucune conférence qui parle dans ce sens. Donc je crois que les autorités sénégalaises devraient se penser à changer d'attitude, c'est-à-dire d'organiser des rencontres pour aider les enseignants. La qualité de l'enseignement souvent décriée au Sénégal. Pourtant, la formation dans cette faculté est des meilleures. Nous sélectionnons les meilleurs étudiants pour qu'ils puissent faire la formation pédagogique. Donc en fait, ce sont les meilleurs qui arrivent ici. Vous avez un personnel enseignant qui sont des références. Au niveau vraiment de la qualité des formateurs, il n'y a rien à dire. L'insertion à la sortie de l'école, un véritable casse-tête pour beaucoup de diplômés. Pourtant, la FASTEF rassure. Tous ceux qui ont été formés à partir du concours n'ont pas eu de problème d'insertion. Je n'ai aucune crainte parce qu'ici à la FASTEF, on subit une bonne formation parce que c'est une formation très rigoureuse. Et avant d'entrer ici, c'est un concours et un concours très sélectif. La journée mondiale de l'enseignement est célébrée le 5 octobre de chaque année. Au Sénégal, la situation des enseignants est plus que jamais désespérante, avec son lot de grèves et revendications à longueur d'année scolaire. Alioune Gueye. Et puis retenez que l'OFNAC a remis son rapport 2016 au chef de l'État. Une information qui vient de nous parvenir, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La compagnie aérienne Air Sénégal se dote de nouveaux avions et c'est pour assurer le trafic dans la sous-région. En février 2019, une ligne Paris-Dakar verra le jour. On voit tout cela dans cet élément signé Fatou Bintou Kanté.
Au cours des 2 prochains mois, la compagnie nationale Air Sénégal se déployera dans de nombreuses destinations telles qu'Abidjan, Cotonou, Bissau, Banjul, Praia, Conakry, Bamako et Ouagadougou. À la conquête de l'Afrique de l'Ouest, cette compagnie nationale a obtenu un nouvel avion, le A319, avec une capacité de 120 sièges. En fin octobre, un autre A319 viendra renforcer la flotte et va permettre d'effectuer davantage de liaisons avec l'ouverture progressive des desserts Praia, Conakry, Bamako et Ouagadougou. Air Sénégal sera à Paris en 2019, au mois de février. La ligne Dakar-Paris sera effectuée quotidiennement avec un avion de dernière génération A330-900, doté de 290 sièges. Air Sénégal va être la première compagnie africaine à acquérir ce nouveau type d'appareil. Toujours dans le cadre des innovations, un service d'achat de billets en ligne est offert et le paiement peut se faire sous quelques formes plus tard. Préparatif du Magal Touba, les autorités déterminées à mettre sur pied un dispositif sanitaire, notamment pour faire face à la dengue, entre autres le problème d'assainissement et l'approvisionnement correct en eau, une priorité en CRD sur la question s'est tenue hier, compte rendu signé Chersa de Bofal et Younous Diatta. À quelques jours du Grand Magal de Touba, le comité d'organisation ainsi que les services étatiques concernés ont tenu un CRD au ministère de l'Intérieur. Présidé par Alingou Ndiaye, le CRD est une occasion pour préparer l'événement religieux qui accueille plus de 100 millions de pèlerins, selon le porte-parole du Khalif des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké. Parmi les doléances des autorités religieuses, l'approvisionnement correct en eau revient encore, mais la SDE et l'Office des forages ruraux promettent de mettre à la disposition des usagers 100 camions citernes et au minimum 70 bâches souples à eau. L'assainissement inquiète avec la saison des pluies. L'eau envahit toujours certains quartiers de la ville sainte. L'ONAS s'engage à déployer 50 camions de vidange et des toilettes mobiles. Pour prévenir l'épidémie de dengue qui sévit à Fatick, les autorités sanitaires ont pris l'engagement de rajouter 124 postes médicaux à la cartographie sanitaire de la ville sainte. Sur le plan sécuritaire, le ministre de l'Intérieur annonce un déploiement d'un dispositif sécuritaire important à Touba. S'agissant du transport, un plan de circulation sera mis en œuvre avec l'ouverture de l'autoroute Ila Touba. Dans la ville sainte, la circulation des motos Jakarta est interdite durant cette 124e édition du Magal. Par ailleurs, le porte-parole du Khalif général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, rappelle l'importance du Magal sur le plan religieux et économique. Pour un bon déroulement du premier 18 Safar sous le Khalifa de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le comité d'organisation et le gouvernement sont en plein dans les préparatifs. Parlons de toute autre chose à présent avec le prix Nobel de la paix décerné à Denis Mukwege, médecin gynécologue congolais. Son combat contre les violences faites aux femmes en période de guerre récompensé. Il a été plusieurs fois menacé de mort mais n'a rien lâché. L'heure de la consécration a sonné pour lui avec le prix Nobel de la paix. N'est-ce pas, Issa Topaï? Il s'appelle Denis Mukwege, né en 1955 dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo. Ce médecin se voit cette année décerner le prix Nobel de la paix. Déjà à 8 ans naît sa vocation de médecin. À 21 ans, après des études de biochimie, il entre à la faculté de médecine du Burundi. À 29 ans, il décroche une bourse pour étudier la gynécologie en France. 5 ans plus tard, il retourne au Congo pour diriger l'hôpital de Lemera. À 44 ans, il fonde l'hôpital Panzi à Bukavu, dans lequel il prend en charge gratuitement les femmes victimes de viols et de mutilations. Il développe ainsi de nouvelles technologies chirurgicales destinées à soigner les blessures des femmes. À 59 ans, il reçoit le prix Sakharov du Parlement européen pour son combat contre les violences faites aux femmes, entre autres prix qu'il s'est vu décerner. Depuis 1999, celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes a soigné plus de 50 000 femmes mutilées et violées. Il a reçu toutes sortes de prix, mais ce prix Nobel de la paix est la véritable consécration après 3 années consécutives sur la shortlist des Nobelisables. Au Sénégal, la réalisatrice Angel Diabank se félicite de cette consécration. Elle avait permis au public de faire une plus ample connaissance du gynécologue à travers son film Congo en médecin pour sauver les femmes. Suivons ses propos au micro de Ibou Diouf.
Oui, aujourd'hui, nous sommes très contents parce que le docteur Mukwege de l'hôpital de Panzi au Kivu en RDC a obtenu le prix Nobel de la paix, ex aequo. Et c'est une fierté, c'est un grand bonheur, c'est un honneur parce que ça fait des années qu'il était pressenti pour le prix Nobel de la paix. Ça fait une quinzaine d'années qu'il se bat pour les femmes violées au Congo. Il a créé cet hôpital à Panzi pour réparer et soigner les femmes victimes de violences sexuelles. Donc on est vraiment très content pour ce prix que le docteur mérite amplement et qui, je pense, fera beaucoup de plaisir aussi et de bonheur à toutes ces survivantes des violences sexuelles commises au Congo. Depuis la disparition de l'artiste français Charles Aznavour, le monde entier a rendu un vibrant hommage à l'homme de 94 ans. Nos reporters avaient rencontré le musicien. C'était en 2012 lors de l'édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. Morceau choisi pour revenir sur la rencontre avec Charles Aznavour, qui à l'époque était le principal hôte de la ville de Saint-Louis. Igou Diofa. De son vivant, le Sénégal, à travers le Festival international de jazz de Saint-Louis, avait rendu un vibrant hommage à Charles Aznavour, un titre de parrain de l'événement de jazz 2012, celui qui est disparu à l'âge de 94 ans. À l'époque, l'artiste sénégalais Souleymane Faye avait donné sa partition avec une reprise de ce tube. Formidable. But how can you see me minable? On a grandi avec sa musique, donc quand son excellence M. Youssou N'Dour m'a contacté pour venir faire quelque chose, ça m'a fait vraiment plaisir. Je suis très honoré. Charles Aznavour, parrain du Festival de jazz de Saint-Louis, édition 2012, apprécié cet honneur. Quand on m'a invité, j'ai accepté avec plaisir, d'autant plus j'étais libre. C'est la première fois que je vais à un festival de jazz. Je n'ai jamais été à un festival de jazz de ma vie. Je suis venu 3 ou 4 fois, mais il y a la dernière fois, ça doit faire un peu plus de 40 ans. Qu'ils ont mangé cette sacrée vache enragée. D'origine arménienne, l'artiste français a émerveillé le monde. Un talent musical qu'il aimait partager avec les mélomanes. J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. En France, Charles Aznavour a reçu les hommages de la nation. Dans le monde entier aussi, l'artiste a reçu une attention à la dimension de son talent. Bien, la journée mondiale du sourire célébrée ce vendredi, le premier vendredi donc de ce mois d'octobre, en geste apaisant, rempli de vertus pour une bonne santé et un état d'esprit positif. C'est ce que nous dit Aïssatou Païa. Il peut paraître anodin pour certains, mais le sourire possède plusieurs vertus. Il libère des endorphines et nous rend plus heureux. Pas qu'une simple grimace, un véritable anti-stress. Depuis je garde le sourire. Depuis je garde le sourire. Tout ce monde qui s'est déplacé pour moi. Gardons donc le sourire comme Black M. La vie est belle. Et en cette fin de semaine épuisante, nous vous envoyons un bouquet de sourires pour égayer votre week-end. Alors, servez-vous tous chez le distributeur de sourires. Sans oublier de rappeler que la journée mondiale du sourire a été inventée par un artiste du nom de Harvey Ball aux États-Unis. Il a même créé ce fameux smiley en 1963 que nous avons l'habitude de partager. Nous sommes donc le vendredi 5 octobre. Il est temps de se lâcher, de sourire pour l'apologie de la bonne humeur. Un sourire, aussi anodin qu'il soit, peut améliorer le moral. Le ministre
ministre des Sports qui a officiellement installé le comité local d'organisation des Awards Foot de la CAF. Matarba et le président du comité, le vice-président Maître Augustin Senghor. Le Ballon d'Or africain et les meilleurs joueurs africains seront récompensés à Dakar. Ce sera au mois de janvier 2019. Les détails dans ce compte rendu signé par Farani et Marien. CAF Awards 2019, les meilleurs footballeurs africains seront récompensés pour une première fois au Sénégal. Notre pays a été désigné par la CAF grâce à ses performances réalisées. Après l'attribution ou bien quelques heures avant l'attribution des Jeux Olympiques de la jeunesse et la énième preuve de parfaite symbiose et entente qui existe entre notre pays et les organisations sportives internationales et mondiales. Certes, cette confiance ne date pas d'aujourd'hui, mais le rythme élevé avec lequel notre pays est sollicité pour abriter des organisations d'envergure depuis l'avènement du président Macky Sall participe de son projet de faire du Sénégal un véritable hub sportif au plan africain et mondial. Le comité veut une organisation parfaite. Le président appelle à la mobilisation de tous les sportifs. Il s'agit, comme vous le savez, d'un événement de haute portée sportive. Un temps fort dans l'agenda du sport international et mondial, à la réussite duquel le président de la République, par ma voix, appelle l'ensemble du mouvement sportif national et tous nos partenaires à se mobiliser par un déploiement de toutes nos potentialités afin que les espoirs placés dans le choix de notre pays puissent être réalisés et même dépassés. La cérémonie de CAF Awards Foot est prévue le 8 janvier 2019 à la salle de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Et puis 40 milliards de francs CFA prévus pour la réfection du stade Léopold Sédar Senghor. Une annonce du ministre du Sport diversement appréciée. Si certains jugent l'idée louable, d'autres pensent que la construction de stades dignes de ce nom à l'intérieur du pays serait l'idéal. Mon sujet est signé Chersa Duboufal et Younous Diatta. Le stade Léopold Sédar Senghor dans un piteux état à la veille de la réception du Soudan en éliminatoire de la CAN 2019. Moment choisi par le ministre des Sports pour annoncer sa réfection pour un budget estimé à 40 milliards de francs CFA. Quand vous prenez 40 millions, vous le mettez dans un 40 milliards, pardon, vous le mettez dans un stade où aujourd'hui qui ne répond plus aux normes de la FIFA. Pourquoi? Parce que regardez les alentours du stade. Aujourd'hui, il n'y a pas la sécurité. Et alors qu'aujourd'hui, vous mettez 40 milliards dans ce stade-là, et c'est-à-dire que notre équipe nationale va toujours jouer à Dakar. La rénovation du stade Léopold Sédar Senghor s'est fait désirer. Une capitale comme Dakar se doit d'avoir un stade aux normes standards. Il fallait le faire depuis longtemps, mais 40 milliards, je me dis aussi qu'il faudrait qu'on puisse y mettre toutes les commodités requises afin qu'on puisse avoir ce stade dont on a besoin, parce que Dakar ne peut pas se permettre de ne pas avoir un stade où l'équipe nationale reçoit. Vous partez au Mali, les Aigles du Mali peuvent jouer à Sikasso, ils peuvent jouer à Kaï, ils peuvent jouer n'importe où. Vous allez au Nigeria, vous allez même en Guinée équatoriale, vous l'avez vu. Les équipes maintenant, les équipes nationales voyagent à l'intérieur de leur pays. Une équipe de la trempe du Sénégal se doit d'avoir un stade digne de son nom, vivement que les mesures idoines soient prises. Beach Soccer, les Lions du Sénégal veulent se donner les moyens de garder leur titre de champion d'Afrique. L'équipe envisage 2 matchs de préparation à Dakar avant de disputer la compétition en Égypte. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Ibrahim Ndiaye Chita, le manager général de l'équipe. On aura besoin de 2 matchs amicaux et ça, on va en discuter avec le président de la fédération pour voir comment on peut avoir 2 matchs amicaux avant de rallier quand même l'Égypte. Mais présentement, quand même, ça se passe, il y a vraiment une bonne entente. Et vraiment aussi, vous savez, le beach soccer aussi, c'est la famille, c'est la convivialité. Ce sera une opportunité aussi pour l'équipe nationale d'avoir des matchs avec les sélections des différentes étapes. Et je crois qu'ils se sont rendus compte dimanche, samedi, à Mbao, qu'il y a des choses à parfaire. Si on va jusqu'à battre la sélection de Mbao par 4-3, c'est des Dagamé aussi qui ont montré leur valeur.
dossier du vendredi consacré au métier de mareyeur. C'est le choix fait par beaucoup de pêcheurs en cette période, un secteur où le nombre s'accroît de jour en jour avec ses multiples problèmes et difficultés liés au manque d'usines de conservation et de financement. Un dossier signé de notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. Dans le secteur de la pêche, le mareyeur joue un rôle essentiel. De plus en plus, les jeunes pêcheurs s'engagent dans ce secteur, une activité qui permet aux acteurs de travailler dignement et de lutter contre la pauvreté. Le secteur est très dense depuis quelques années. Tout le monde est mareyeur maintenant. C'est parce que les gens y gagnent leur vie. De plus, les pêcheurs nous accompagnent. Ici, on se connaît. Ils nous permettent parfois d'avoir beaucoup d'argent. Le secteur est ouvert à tous, ce qui pose la question de son organisation. Dans la ville, plusieurs associations ont vu le jour. Ici, leur nombre a beaucoup augmenté. Le secteur nourrit parfois son nombre, mais certains acteurs sont confrontés à des problèmes. Actuellement, le nombre de mareyeurs a été multiplié par 2 voire 3. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans le secteur. Pour les pêcheurs, le secteur doit être assaini pour une meilleure organisation. Le secrétaire général du syndicat autonome des pêcheurs du Sénégal, lui, invite l'État à prendre en charge ce secteur pour mettre fin à l'anarchie qui plombe l'activité économique de la région nord. Ils vont en mer, ils reviennent. C'est des mareyeurs qui viennent se présenter à eux et qui proposent leur prix. Quelquefois, c'est la loi du marché. Quand il n'y a pas beaucoup de poissons, le prix augmente. Quand il y a du poisson, le prix est bazardé. Quelquefois même, on est obligé de déverser le poisson sur la plage. Il y a aussi le fait qu'il y a des gens aussi qu'on appelle à tort des mareyeurs qui ne sont pas des mareyeurs. Marem Seck est mareyeur depuis plusieurs années. Elle explique ici son choix. J'ai choisi par hasard ce métier pour assurer la dépense quotidienne. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de femmes sont mareyeurs et certaines y gagnent leur vie. Les mareyeurs sont aussi confrontés à beaucoup de problèmes liés au manque d'infrastructures. Dans toute la ville de Saint-Louis, il n'existe aucune usine de conservation, ce qui pose un réel problème. Il y a beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas de financement pour acheter le produit. On ne peut pas acheter une certaine quantité de poissons. Et je pense que l'État nous a oubliés. L'État a beaucoup fait pour le secteur de la pêche et nous pensons que c'est une bonne chose. Ça permet au secteur de se développer. Mais nous, les mareyeurs, réclamons solennellement l'appui du gouvernement. L'État a l'obligation de nous soutenir parce que parfois, nous achetons le poisson à des prix très élevés et à la fin, on perd tout parce que nous n'avons pas d'usine de conservation, encore moins d'usine de glace pour conserver le poisson en cas de menace, surtout avec la chaleur qui sévit dans le nord. Les mareyeurs de la vieille ville, regroupés au sein d'une association, plaident pour que le secteur soit de plus en plus considéré par l'État du Sénégal. Un secteur dynamique, mais qui rencontre beaucoup de difficultés. Merci à vous, c'est Diop et Habib Seck. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias et au revoir.